Je voulais de la SF tendue, j'ai eu une sorte de poème de la neige qui tue, mais au ralenti. Bienvenue dans L'Éternaute, ou comment rater presque son chef-d'œuvre. Salut les amis sériphiles et cinévores, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, direction l'Argentine avec une série post-apo sortie tout droit du patrimoine local. L'Éternaute, disponible sur Netflix. Alors le pitch, on suit Juan Salvo, un père de famille tout ce qu'il y a de plus normal, qui voit son quotidien basculer complètement quand une espèce de neige toxique commence à recouvrir Buenos Aires. Oui oui, de la neige qui tue. Ceux qui mettent le nez dehors meurent instantanément, et ce n'est que le début. Très vite, il va se retrouver embarqué avec d'autres survivants dans une sorte de résistance contre quelque chose. Une force, une invasion, une conspiration, bref, ça pue. Dit comme ça donne envie, avec une ambiance à la The Road, du mystère, de la tension et un bon gros sous-texte politique. Sauf que, vous allez le voir, ce n'est pas si simple. Spoiler, j'ai moyennement accroché. On en parle. Y a un truc dans l'air, non? De la neige en été. C'est gelé. Depuis 2 jours, il y a une merde toxique qui tombe du ciel et qui tue les gens en les touchant. Juan, le masque. Ma fille est quelque part. Et je la chercherai jusqu'à ce que je la retrouve. L'Éternaute, c'est avant tout l'adaptation d'un monument de la culture argentine. La bande dessinée El Eternauta, créée en 1957 par Héctor Germán Uchteld et illustrée par Francisco Solano López. Publiée initialement dans le magazine Horachero, cette œuvre est devenue un classique de la science-fiction latino-américaine mêlant survie et critique sociale. L'histoire suit donc Juan Salvo, un homme ordinaire confronté à une neige toxique qui décime la population de Buenos Aires. Avec un groupe de survivants, il tente de comprendre et de résister à cette menace invisible qui s'avère être plus compliquée qu'il n'y paraît. Mais l'Éternaute, ce n'est pas qu'un récit de science-fiction, c'est aussi un symbole de la résistance. Son auteur, Uchteld, j'ai du mal à le dire, engagé politiquement, a été enlevé et assassiné par la dictature militaire argentine en 1977. Son œuvre est devenue un emblème de la mémoire collective et de la lutte contre l'oppression. En 2020, Netflix annonce donc l'adaptation de cette œuvre culte en série. La réalisation est confiée à Bruno Stagnaro, connu pour son travail sur Okupas. Le tournage s'est déroulé de mai à décembre 2023 à Buenos Aires, utilisant plus de 35 lieux réels et des technologies de production virtuelle pour recréer une ville enneigée et apocalyptique. La série, composée de 6 épisodes, met en scène Ricardo Darín dans le rôle de Juan Salvo. À ses côtés, on retrouve de nombreux acteurs sud-américains dont honnêtement je n'avais jamais entendu parler. Si la série reste fidèle à l'esprit de la bande dessinée, elle apporte notamment quelques modifications. L'action se déroule de nos jours et non plus dans les années 50. Juan Salvo est désormais un vétéran de la guerre des Malwines, bien plus vieux que dans le roman d'origine. Elena, l'ex-femme de Juan, joue un rôle un peu plus central et leur fille Clara aussi devient un moteur narratif important. Enfin, on a aussi des figures inédites comme Omar et Ingra qui enrichissent la dynamique du groupe de survivants. Voyons maintenant ce que ça vaut. On peut passer, s'il vous plaît. D'abord, je veux bien voir le masque. Ah, c'est avec ça que tu comptes te défendre? Notre but n'est pas seulement de survivre, mais de reprendre le contrôle de la situation. Les secours vont bien finir par arriver. Et si c'est pas des secours qui arrivent? Cette fois, je vais pas tenir le coup toute seule. Allez, courage, Omar. L'une des premières choses qu'on remarque en lançant l'Éternaute, c'est son rythme. Oui, on est dans une ambiance post-apocalyptique, et oui, c'est normal que ça prenne le temps de poser le décor, surtout quand la série s'inscrit dans une tradition narrative plutôt contemplative. Mais ici, le problème, c'est que cette lenteur devient rapidement contre-productive. Chaque scène prend globalement beaucoup son temps, chaque déplacement aussi semble durer une éternité, et certaines séquences de tension sont étirées au point de perdre tout impact. La série installe bien une atmosphère lourde, presque suffocante, mais elle le fait au détriment de l'intensité dramatique. C'est d'autant plus dommage que le concept de base est riche avec un potentiel dramatique important.
Une neige toxique donc qui tue instantanément, une ville plongée dans le silence, des survivants en quête de sens, tout ça devrait provoquer une tension permanente. Mais non, on se retrouve parfois devant des épisodes qui donnent l'impression de tourner en rond. On a d'ailleurs un ventre mou au milieu de la saison qui est particulièrement marquant. L'histoire stagne, les enjeux restent flous et les scènes de dialogue prennent le pas sur l'action ou l'émotion. Certains appelleront ça du réalisme lent, moi j'appelle ça surtout un manque de dynamisme. Ricardo Darín, dans le rôle de Juan Salvo, sauve beaucoup de choses. Effectivement, il apporte une vraie humanité à son personnage avec ce mélange de retenue, de désespoir silencieux et de force intérieure. C'est un homme ordinaire face à l'extraordinaire et globalement ça fonctionne bien. Le problème, c'est que tout le reste du casting ne suit pas vraiment. Les personnages secondaires manquent cruellement de consistance. On a des figures qui sont des archétypes, le voisin nerveux, l'ado rebelle, l'ex-femme forte, mais aucun n'évolue vraiment ou ne parvient à générer une vraie empathie. Et puis, soyons honnêtes, le casting est globalement trop âgé pour créer un lien émotionnel fort avec un public plus jeune. On regarde des personnages lutter contre l'apocalypse avec distance, presque comme si on observait des inconnus à travers une vitre. Il y a aussi un vrai manque d'énergie dans les interactions. Les dialogues sont globalement fonctionnels, jamais vraiment naturels ou percutants. Les morts de certains membres du groupe ne font ni chaud ni froid, faute de les avoir vraiment connus. On aurait aimé un peu plus de diversité, notamment dans les tempéraments, de tensions relationnelles ou encore de conflits internes. Bref, un groupe qui soit un peu plus vivant que ce qu'on nous présente ici. Le point suivant est probablement un peu plus subjectif, mais franchement la musique m'a un peu dérangé. Je comprends l'idée d'ancrer l'œuvre dans la culture argentine, de renforcer son identité avec des choix sonores locaux, mais à l'écoute, c'est parfois trop typé à mon sens, trop folklorique dans un contexte qui se veut plutôt universel. Les nappes sonores, les morceaux traditionnels ou même certains moments de silence pesants sont pensés pour soutenir l'ambiance, sauf qu'ils soulignent surtout la lenteur du récit à mon sens. Le problème, c'est que la musique ne sert pas à créer ici une montée dramatique, elle accentue au contraire cette espèce d'inertie narrative. On a rarement une rupture de ton, un moment de tension tranché par un thème marquant. L'ambiance sonore est presque monotone, elle participe à cette sensation d'un récit qui ronronne. Et quand on vient d'un univers où la science-fiction post-apo est souvent portée par des partitions puissantes, comme dans The Last of Us par exemple en ce moment, eh bien ça laisse un petit arrière-goût de déconnexion. C'est pas mauvais en soi, mais c'est très localisé, trop peut-être, en tout cas trop pour moi. Visuellement, l'Eternaute se donne les moyens de ses ambitions, jusqu'à un certain point. Effectivement, la reconstitution de Buenos Aires apocalyptique est plutôt réussie, surtout dans les premières scènes. La neige toxique, les rues désertes, l'ambiance visuelle froide et blanchie, tout ça participe correctement à créer une atmosphère anxiogène et assez marquante. Il y a de vrais bons plans, bien cadrés, bien éclairés, qui donnent à la série une allure parfois presque cinématographique. Mais dès qu'on sort un peu du cadre urbain ou qu'on entre dans le domaine de la science-fiction pure, les limites apparaissent à mon sens. Les créatures notamment qui apparaissent au milieu de la saison par exemple manquent cruellement de réalisme. Elles ne font ni peur, elles ne fascinent pas non plus. Elles ont ce rendu un peu cheap comme sorti d'un jeu vidéo des années 2010. Même constat pour certaines scènes d'action, mal découpées, un peu brouillonnes et pas toujours hyper lisibles. On sent que la production a voulu en faire beaucoup, mais que les moyens techniques ne suivaient pas forcément. Résultat, on a des moments clés qui tombent à plat au lieu de marquer globalement les esprits. Là où la série brille pas mal, c'est dans sa fidélité, en tout cas de ce que j'en connais, aux matériaux d'origine. Et surtout dans la volonté de porter un message fort. L'Eternaute n'est pas juste un récit de survie, c'est une métaphore politique, une allégorie du totalitarisme, un cri contre l'oubli. Comme je le disais tout à l'heure, l'auteur original, Héctor Echterheld, a disparu dans la dictature argentine et la série rend hommage à son combat. Elle parle de résistance, de solidarité, de sacrifice collectif. Et ça, c'est assez puissant, même pour un spectateur non argentin. On sent que le récit est nourri par un passé douloureux. Mais voilà, toute cette richesse symbolique peut aussi devenir un frein. Parce que si tu ne connais pas le contexte, si tu n'as pas les clés de lecture, eh bien certaines couches du récit passent totalement au-dessus. La série ne prend pas toujours le temps de l'expliquer, elle part du principe que tu sais, et donc tu peux te retrouver devant des choix narratifs ou des allusions qui paraissent un peu obscures. C'est noble de faire confiance à l'intelligence du spectateur, mais c'est aussi risqué quand on s'adresse à un public mondial. Et c'est là qu'on en revient au souci d'accessibilité pour l'Eternaute. C'est parfois brillant, mais pas toujours accueillant. Cet appel à tous les survivants. Vous n'êtes pas seuls. Ensemble, nous serons plus forts.
On sait pas tout, Tano. L'Éternaute est une série clairement ambitieuse. Elle adapte avec respect un monument de la science-fiction argentine et elle ose un ton grave, lent, engagé politiquement, là où beaucoup de séries Netflix optent pour la facilité. Elle a une vraie identité, un fond puissant et elle ne prend pas ses spectateurs pour des idiots. Rien que pour ça, elle mérite d'être saluée. Mais pour moi, ça ne va pas suffire. Parce qu'entre l'hommage sincère et l'exécution molle, il y a un fossé. Le rythme est trop lent, le suspense se retombe trop souvent, les personnages secondaires sont transparents et les effets spéciaux ne sont pas à la hauteur des enjeux. J'ai eu du mal à m'identifier à ces personnages âgés, à m'impliquer dans une narration aussi figée, aussi monocorde. L'ambiance musicale très marquée, très locale, ajoute une couche supplémentaire de distance, là où j'aurais aimé plus de tension et surtout plus d'universalité. Alors oui, j'ai aimé certains aspects, l'ambiance post-apo est réussie, le fond politique est fort, la mise en scène parfois fonctionne bien aussi, mais pour l'ensemble, ça manque un peu de souffle, un peu de nerf pour vraiment me captiver. C'est une série que je vais respecter, mais sans vraiment l'aimer. Voilà, c'était mon avis sur L'Éternaute, la série qui a de l'ambition, qui a du fond, mais qui m'a laissé un peu sans glace, sans mauvais jeu de mots. Peut-être que vous avez été plus touché ou au contraire complètement largué par cette série. Dites-le moi en commentaire, je suis curieux d'avoir vos retours. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à vous abonner et à partager avec vos potes fans de SF ou d'Argentine enneigée. En attendant, activez la cloche pour ne rien rater des prochaines critiques. Et d'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Ciao!